De Radio Nantes, la diversité européenne au creux de l'oreille. Sur 101.3. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. La question du référendum au Royaume-Uni. To Brexit. On Brexit. 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 The 500 million citizens in Europe know very well that their future is not by retreating back behind national borders. You are talking about reforms, but we never see concrete proposals of reforms. Est-ce que vous voulez participer à un espace commun? Soyons Sisyphe, soyons heureux en remontant en permanence la boule européenne pour faire avancer l'Europe. Oui, c'est difficile, oui, c'est dur, mais c'est un avenir qui sera meilleur pour nos enfants. Du lundi au vendredi de 17h à 19h, Radio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver jusqu'à 19h pour ce nouveau numéro d'On n'est pas sorti de l'Europe, le magazine de la rédaction qui tous les jours vous décrypte l'Europe, celle des institutions comme celle qui vit sur nos territoires. Ce soir, c'est un début d'émission un petit peu particulier que nous vous proposons. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner ce soir dans On n'est pas sorti de l'Europe. Nous allons partager une vingtaine de minutes ensemble avant de retrouver nos rendez-vous habituels. Avec nous, à mes côtés pour mener cette interview, Jean-Philippe Xaet. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Ainsi que Linda Grotholt. Bonjour Linda. Bonjour. Linda, pour nos auditeurs, je rappelle que vous êtes allemande et membre de la promotion 22 des jeunes journalistes de Radio Nantes. Euradio, l'invité européen. European Guest. Et la première question de cet entretien est en votre compagnie. Journée, vous avez rencontré un certain nombre d'associations, d'acteurs du territoire qui sont actifs sur les questions européennes. Alors, pourquoi avoir choisi Nantes pour ce déplacement? Y a-t-il à Nantes, finalement, un écosystème particulièrement fertile sur ces enjeux européens? Alors j'étais au courant d'un certain nombre de projets associatifs qui rassemblent les collectivités locales, les institutions publiques et des acteurs associatifs à Nantes. J'en avais entendu parler, il m'arrive aussi d'en soutenir certains et j'avais envie d'en savoir plus et puis l'occasion m'a été donnée parce que cette semaine le gouvernement organise une semaine des associations et chacun des membres du gouvernement part à travers les territoires rencontrer le tissu associatif. Et là, j'ai trouvé un prétexte en or pour venir à Nantes et voir de plus près Graines d'Europe, Euradio, le Pôle Europe et puis Alliance Europa ce matin. Donc, c'est assez frappant de voir dans une seule ville autant de volonté européenne concentrée. Lors des dernières élections européennes, le taux de participation à Nantes, vu qu'on parle de Nantes, justement, faisait partie des taux les plus élevés au niveau national. Sur notre territoire, l'Europe, c'est une thématique très vivante, vous venez de le dire. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut faire un lien de cause à effet, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des pouvoirs publics au niveau national et européen qui devrait faire un petit peu plus d'actes de pédagogie pour rendre l'Europe beaucoup plus visible sur nos territoires ? Alors il y a de la pédagogie et ça n'est pas que les pouvoirs publics, c'est chacun, justement le tissu associatif, les élus locaux, tout le monde doit se demander ce que c'est aujourd'hui d'être citoyen européen et il faut donner du sens à cette notion de citoyenneté européenne. C'est pas seulement la pédagogie, c'est pas seulement expliquer l'Europe pour qu'on l'aime, c'est aussi écouter ce que les citoyens ont à dire pour orienter les grandes actions de l'Union européenne et qu'elles correspondent à leurs aspirations. Linda Grotholt. Vous êtes une ministre issue de la société civile, vous êtes diplomate de carrière et avant de rejoindre le gouvernement Macron et de devenir sa ministre des Affaires européennes, vous avez également dirigé l'ENA. Pourriez-vous nous dire comment, durant votre parcours, se sont forgées vos convictions européennes et en quoi consistent-elles ces convictions? Alors moi, je suis d'une génération qui a construit son identité européenne autour de la question de comment faire tomber le rideau de fer et comment abattre le mur de Berlin. C'est ça ma génération. Les premières fois que je suis descendue manifester, c'était pour protester contre le sort qui était fait à Solidarnosc. La première association dans laquelle j'ai milité, quand j'étais à Sciences Po, c'était une association européenne dont l'objectif était de faire en sorte de sortir pour quelques jours ou quelques semaines des étudiants de l'Est de l'Europe et leur faire découvrir l'Ouest de l'Europe. Donc ma conscience européenne, elle est venue de là. L'enthousiasme avec lequel on a vu la réunification de l'Allemagne et puis
l'ouverture de l'Europe à l'Est, ça a été un moment historique extraordinairement fort. C'est d'ailleurs ce qui me porte aujourd'hui à toujours faire en sorte de travailler à l'unité de l'Europe, que sur le plan notamment démocratique, on n'est pas une Europe à plusieurs vitesses, qu'on s'écoute, qu'on se parle, qu'on se dise la vérité, y compris quand elle dérange, mais qu'on se respecte et qu'on continue ce merveilleux projet d'unité du continent européen. Alors aujourd'hui, vous êtes la ministre des Affaires européennes du président le plus europhile, on le dit beaucoup, voire européiste de ces dernières années. Cela doit être évidemment très enthousiasmant. Je suis gâtée, oui. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille? Est-ce qu'il est facile d'exister quand on a finalement un chef de l'État qui s'accapare ce sujet, qui est l'Europe? Quel est votre rôle, quelle est votre place finalement en tant que ministre des Affaires européennes? Alors je vous rassure, il y a du travail pour tout le monde, parce qu'il y a une ambition extraordinairement forte, qui n'est pas seulement une europhilie béate et idolâtre, mais qui est l'envie de faire changer l'Europe, qu'elle corresponde mieux aux attentes des citoyens, qu'elle soit plus efficace, peut-être moins technocratique, plus démocratique, plus unie, plus souveraine. Et donc pour ça, il n'y a pas trop de ce que nous sommes. C'est formidable d'avoir un président qui porte cette ambition-là, ce discours-là. C'est formidable d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui a comme point commun absolu d'être pro-européenne. Ça n'est jamais arrivé. Alors, l'opposition est parfois très eurosceptique, mais ça fait partie du jeu démocratique. Mais la majorité, elle, est très résolument pro-européenne. À quoi ça sert une ministre chargée des Affaires européennes? À défendre les positions et les intérêts de la France auprès de nos partenaires de l'Union européenne, à les convaincre, à faire en sorte, par exemple, qu'on révise la directive sur les travailleurs détachés dans le sens d'une plus grande ambition sociale. C'est pas gagné. Il y a encore des résistances là si on prend Écoutez, ce sujet. sur ce sujet, on a obtenu un accord au sein du Conseil de l'Union européenne, voté par 20 États membres sur 28. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet à ma nomination, tout le monde m'a dit n'essaye même pas, c'est pas la peine. Les pays d'Europe sont trop divisés, c'est trop ambitieux. Il faut essayer de se contenter d'un petit compromis comme ça pris entre deux portes. Peut-être un peu médiocre, mais l'Europe ne peut pas produire mieux que ça. Ni Emmanuel Macron, ni moi n'avons voulu entendre ces conseils. Et 4 mois plus tard, au niveau du Conseil de l'Union européenne, on a obtenu un accord qui est un accord ambitieux, qui fait qu'aujourd'hui les travailleurs partout à travers l'Europe sont mieux protégés. Au Parlement européen, il y a aussi eu l'adoption d'un rapport qui lui-même va dans le sens de davantage de protection. Il y a des différences entre les deux. Oui, il est quand même plus ambitieux, celui du Parlement européen. Le rapport d'Elisabeth Morin-Chartier allait quand même un petit peu plus loin par certains espoirs. Pas pour la durée du détachement, puisque il autorisait 24 mois, là où au niveau des ministres, on a obtenu 12 mois. On est très proche, hein. On peut mettre le doigt sur les différences, mais en tout cas, on est très proche. Et surtout, ce qu'on a déclenché, c'est une espèce de fierté des États membres à se dire oui, c'est vrai, en fait, on peut faire mieux. C'est vrai qu'on peut y arriver. On n'est pas condamné à la médiocrité. On n'est pas condamné au clivage Est-Ouest non plus, puisqu'on nous avait dit, vous savez, personne dans les pays de l'Est ne vous suivra. Pour ça, on est allé vérifier. Emmanuel Macron est allé en Roumanie, en Bulgarie. Il a rencontré le Premier ministre tchèque, le Premier ministre slovaque. On a rencontré la Polonaise, le Hongrois. Moi, je suis allée en Pologne, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie. J'ai rencontré mes homologues un nombre incalculable de fois pour expliquer, pour écouter aussi, pour trouver un chemin ensemble. Alors évidemment, le résultat, c'est pas 100%, ce à quoi on aspirait, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est ça l'Europe. Ce sont des compromis, mais pas des compromissions. Et il est vrai qu'au Parlement européen, l'ensemble des eurodéputés saluaient le fait qu'au moins Emmanuel Macron a réussi à diviser sur la question le bloc de l'Est, le groupe de Visegrad, qui jusque-là était relativement uni. Justement, vu qu'on parle du président très europhile, Jean-Philippe le disait, en Europe ou dans les institutions européennes, certaines de ses propositions ont été vues d'un très bon œil. Et parmi toutes, je vous propose que l'on réécoute l'une d'elles. D'ici la fin de l'année, partout en Europe, nous lancerons des conventions démocratiques pour refonder l'Europe sur ce projet politique premier, sur cette ambition première qui unit les hommes. Alors, bien évidemment, s'il y a un sujet qui fait écho dans cette rédaction,
C'est bien celui des conventions démocratiques européennes, faire remonter la parole et les préoccupations des citoyens européens depuis les territoires, c'est l'un des piliers essentiels de la ligne éditoriale de Radio. Ces conventions démocratiques font partie des propositions du président de la République pour relancer cette machine européenne, on vient de l'entendre. Mais en pratique, Nathalie Loiseau, expliquez-nous un petit peu quel écho est-ce que cela a eu dans les autres États membres, à quel moment ça va se mettre en place, en quoi ça va consister concrètement ? Alors, le premier écho public que ça a recueilli, c'est quand Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, lui-même a dit « Je suis favorable et j'aiderai à l'organisation des conventions démocratiques ». C'est très important parce que ça n'appartient pas à un État membre qui l'imposerait aux autres, certainement pas. Parmi les autres États membres de l'Union européenne, il y en a un certain nombre qui sont intéressés, qui nous l'ont dit, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, la Grèce, mais aussi la Slovaquie. Voilà, petit à petit, il y a une dizaine d'États membres qui sont intéressés. On n'obtiendra pas forcément que 27 États membres fassent des conventions démocratiques en même temps, mais l'objectif, c'est de créer un mouvement. Pourquoi est-ce qu'on peut le créer ? C'est faire en sorte que, à un moment où on souhaite apporter des transformations profondes à l'Union européenne, on souhaite entendre la voix des Européens. Non pas pour faire de la pédagogie et leur dire on va vous expliquer, si vous n'aimez pas vraiment l'Europe, c'est parce qu'on vous a mal expliqué la fois précédente, là on va recommencer et vous avez changé d'avis. C'est plutôt sur chacune des politiques, sur chacun des domaines d'intervention de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous appréciez ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous trouvez qui est superflu ? Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi votre ambition européenne en matière de culture, en matière de défense, en matière de politique commerciale ? Et faire en sorte que ces débats puissent se dérouler à travers les territoires. Et donc, vraiment du bas vers le haut, qu'ils puissent toucher les publics les plus divers, les classes d'âge les plus vastes. Mais comment assurer justement cette représentativité ? Parce qu'on risque d'avoir un catalogue de doléances qui finalement ne représentent que les gens qui les expriment. Comment assurer que la voix des citoyens soit vraiment écoutée via ces conventions, soit vraiment Alors il y a des débats que nous allons organiser, puis il y en a aussi beaucoup que nous allons encourager. La société civile, le monde associatif, les collectivités locales sont des relais formidables, mais aussi les chambres d'agriculture, mais aussi les chambres des métiers, les organisations professionnelles. Certaines entreprises sont intéressées parce qu'elles ont une dimension européenne à faire dialoguer leurs salariés sur qu'est-ce que c'est que d'être dans une entreprise européenne, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on en comprend. Les universités, bien sûr, tous les acteurs sont les bienvenus de matière totalement transpartisane. Il ne s'agit pas non plus d'essayer d'élaborer une doxa qui n'appartiendrait qu'à un seul parti. Ça ne veut pas dire que le résultat sera scientifiquement parfait, ce sera forcément impressionniste. Mais ça permettra d'avoir une photographie plus ou moins précise de l'état des attentes de l'opinion, plutôt que de faire ce qu'on a fait pendant trop d'années, c'est-à-dire se réunir entre experts, concevoir un projet de réforme des traités, par exemple, et puis brutalement, sans concertation préalable, le soumettre au vote des Européens par le biais d'un référendum qui, par définition, est une méthode simpliste et caricaturale pour traiter de questions complexes. On ne répond pas à quel avenir voulez-vous pour l'Europe, par oui ou par non. Justement, on évoque là le référendum de 2005 notamment, c'est une date qui a marqué les esprits. Il y a une autre date qui a quand même laissé sa trace dans l'histoire européenne ces dernières années, c'est en 2008 lorsque la crise économique nous a frappé de plein fouet. Aujourd'hui, la reprise est en train de faire sentir ses effets au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on a néanmoins les outils désormais en place pour arriver à se prémunir à l'avenir ? Non, c'est pour ça que nous proposons une réforme de l'Union économique et monétaire, pas pour le bonheur de réformer en permanence ou de laisser notre patte et de dire voilà, il y a eu la réforme Macron, donc on a existé. C'est précisément parce que ça va mieux, que c'est le moyen de tirer les leçons, c'est le moment de tirer les leçons de la crise. Et je crois que c'est Christine Lagarde qui disait ça l'autre jour, on répare son toit quand il fait beau, pas quand il pleut. C'est assez juste. Et c'est la tête froide et en ayant conscience de nos responsabilités qu'il faut transformer l'union économique et monétaire en véritable union économique
qu'il faut se prémunir davantage contre les risques de crise. Ça veut dire qu'il faut terminer l'union bancaire, qu'il faut mettre en place l'union des marchés de capitaux, qu'il faut une capacité budgétaire dans la zone euro, à la fois pour rattraper l'extraordinaire retard d'investissement qu'on y a pris, et on n'a toujours pas retrouvé le niveau d'investissement d'avant la crise. Malgré le plan Juncker, le plan Juncker qui est une très bonne chose, et il est renouvelé, on est tous d'accord, mais lui-même le dit, ça ne suffit pas. Et au-delà, pouvoir avoir une capacité budgétaire pour intervenir en cas de crise, en cas de choc asymétrique, on ne peut pas être aussi démunis que nous ne l'avons été. On a pris beaucoup de décisions dans la précipitation, pas toujours avec beaucoup de cohérence, pas toujours avec beaucoup de transparence. On a aussi besoin que cette zone euro puisse faire l'objet d'un contrôle démocratique beaucoup plus fort. Alors pour illustrer un petit peu cette Europe qui repart, eh bien je vous propose que l'on aille en Espagne rejoindre Mathilde Véran, la correspondante de radio à Madrid. Bonjour Mathilde. Bonjour Simon, bonjour à tous. L'Espagne est un des pays européens qui a été le plus touché par cette crise économique, la crise des subprimes en 2008. Le pays avait vu alors sa gigantesque bulle immobilière éclater. Un plan d'aide de l'Union européenne avait permis de recapitaliser en urgence son secteur bancaire. C'était plus de 41 milliards d'euros injectés via le mécanisme européen de stabilité. Après 5 années d'austérité et de récession, la croissance du PIB espagnol est de nouveau positive depuis 2014. Mais est-ce qu'on peut vraiment, Mathilde, affirmer que tous les signaux sont au vert actuellement en Espagne? Beaucoup le sont, en tout cas, c'est indéniable. Les prévisions de croissance pour les années à venir en Espagne s'établissent toutes aux alentours, voire au-dessus de 3%, contre en moyenne 2,2% actuellement pour la zone euro. Le déficit public espagnol devrait par ailleurs atteindre le fameux seuil européen des 3% l'année prochaine. Le tourisme explose, la dette se stabilise, mais qu'en pensent les Espagnols eux-mêmes? Nous sommes allés leur poser la question, leur demander si la crise c'était du passé. Pour moi, non, nous n'avons pas d'emploi stable, c'est très difficile. Ce n'est pas que les choses vont aussi mal qu'au début de la crise, mais elles ne se sont pas améliorées autant que le gouvernement veut nous le faire croire. Il y a toujours du chômage, la vie des gens est pareille ou pire qu'avant, je pense que c'est pareil ou pire. Pour les jeunes, il n'y a que des emplois poubelles, des emplois qui ne valent rien. Je pense que je m'en irai d'ici, pour aller à Londres par exemple. Ça me fait de la peine, mais c'est la réalité. Au quotidien, donc, tous les signaux sont encore loin d'être au vert en Espagne. Si le taux de chômage atteint aujourd'hui son niveau le plus bas depuis 2008, avec 16,4% de chômeurs dans le pays, rien de quoi s'enorgueillir quand on sait que la moyenne de la zone euro est à moins de 9%. L'Espagne est le deuxième pays de l'Union ayant le plus fort taux de chômage, et les plus touchés, ce sont les jeunes. Chez les moins de 25 ans, le taux de chômage s'établit aux alentours des 40%. Derrière une croissance qui repart, tout donc pas gagné pour l'Espagne, le secteur bancaire reste lui aussi fragile, même si, Mathilde, les efforts de l'Union européenne dans ce domaine semblent commencer à porter leurs fruits. En effet, en juin dernier, en Espagne, premier essai et premier succès pour le MRU, le mécanisme de résolution unique. Entré en vigueur le 1er janvier 2016, ce mécanisme vise à gérer les faillites des banques de la zone euro tout en évitant la contagion et en protégeant les contribuables. Alerté par la BCE, la Banque Centrale Européenne, le comité de résolution unique propose un plan pour faire face aux défaillances d'un établissement. Si nécessaire, le fonds de résolution, financé par le secteur bancaire, sera mis à contribution pour la bonne exécution du plan, un système qui a fait ses preuves en juin dernier, donc lorsque la Banco Popular, 6e banque espagnole, était sur le point de faire faillite. L'établissement a été racheté in extremis par sa concurrente, la Banco Santander, pour 1 euro symbolique. Résultat, une immense vague de turbulences en Espagne a été évitée de peu et pas un centime n'a été déboursé par les épargnants. Ce sont les actionnaires qui ont payé les pots cassés. Enfin, une Europe qui marche, c'est ce que nous ont répété beaucoup d'Espagnols. Et puis Mathilde, on ne peut pas parler d'Espagne aujourd'hui sans penser bien évidemment à la crise indépendantiste en Catalogne. Celle-ci pourrait-elle mettre à mal l'économie du pays qui repart ? Difficile pour l'heure de le savoir exactement, évidemment, mais tout le monde ou presque s'accorde à dire que les conséquences d'une potentielle indépendance catalane sur l'économie espagnole, mais aussi régionale, seraient très néfastes. Pour rappel, la Catalogne, c'est 20% du PIB de l'Espagne, un marché de 7,5 millions de personnes avec des revenus supérieurs à la moyenne européenne. Aujourd'hui, entre 1500 et 2000 entreprises auraient déjà quitté la région. Mathilde Véran, en direct de Madrid. Merci Mathilde. Nathalie Loiseau, une réaction sur la situation en Catalogne. Hier, c'est au moins 500 maires catalans qui se sont rendus à Bruxelles pour faire entendre leur voix devant les institutions européennes. Quelle vision vous avez sur ce dossier ? Une vision qui repose d'abord sur le respect que l'on porte à une grande démocratie qu'est l'Espagne. Une grande démocratie qui est confrontée à une crise interne très compliquée, pour laquelle
notre devoir de pays voisins, partenaires, alliés, c'est de ne rien faire pour compliquer encore les choses. On est très attentif au respect de l'état de droit. On l'est en Espagne, on l'est en Pologne, on l'est en Hongrie, on l'est partout. L'état de droit, ça supposait qu'on n'organise pas une consultation contraire à la Constitution. D'autres pays l'ont fait. On pense au Royaume-Uni, d'autres grandes démocraties, Royaume-Uni, Canada. C'était pas contraire à l'ordre légal, c'était vérifié. Moi, je ne sais rien sur la constitution des listes électorales catalanes, par exemple. Je ne sais rien sur les conditions du dépouillement. Je ne sais rien sur la manière dont les résultats ont été calculés. Je ne sais pas aujourd'hui ce que veulent les Catalans. On le saura certainement beaucoup mieux après les élections régionales du 21 décembre qui ont été convoquées et auxquelles l'ensemble des partis en Catalogne ont décidé de participer. Aujourd'hui, des élus du peuple, quand même, catalans, sont, pour être privés de liberté, etc. Ce sont des choses qui ne vont pas à l'encontre de cet état de droit, de cette grande démocratie espagnole. Ils se sont mis en contravention complète avec la loi. Ce pourquoi ils sont poursuivis sont des actes de sédition, quand même. Imaginez que demain, quelqu'un en France décide d'organiser une consultation totalement illégale, totalement contraire à la Constitution, parce qu'il en a... L'idée lui en a pris du jour au lendemain. On serait contraint, d'une part, de ne pas prendre en compte les résultats de cette consultation, et d'autre part, d'en tirer les conséquences en termes de comportement de la police catalane, en termes d'exécution des instructions du gouvernement. Il y a eu manifestement beaucoup de choses à dire. Alors ensuite, il faut évidemment s'assurer que les poursuites judiciaires se fassent dans les règles de la loi, mais il n'y a aucune raison de penser que ça n'est pas le cas. Et il faut évidemment s'assurer qu'il y ait des procès équitables. Il n'y a pour le moment aucune raison. Il y aura un regard quand même sur ce qui se passe. Voilà. Faire partie de la famille européenne, c'est... correspondent à des critères de démocratie et de respect de l'état de droit. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour nous. Il nous arrive de nous expliquer. Par exemple, le président de la République s'est rendu l'autre jour au Conseil de l'Europe et à la Cour européenne des droits de l'homme pour expliquer dans quelles conditions nous sortions de l'état d'urgence et ce qu'il y avait dans la loi relative à la lutte contre le terrorisme. C'est normal de partager avec nos pairs ce que nous faisons et comment nous le faisons. C'est normal qu'il y ait un contrôle sur... le respect de l'état de droit. Mais je n'ai aucune raison aujourd'hui de soupçonner l'Espagne de ne pas respecter l'état de droit. Le temps file, juste avant que l'on se sépare, Nathalie Loiseau, Jean-Philippe, un mot peut-être malgré tout sur l'affaire du moment, les Paradise Papers. Ah oui, après les LuxLeaks, les Bahamas Papers, les Panama Papers, voici donc les Paradise Papers. Donc une nouvelle fois, c'est cette problématique du recouvrement de l'impôt des multinationales, de l'évasion fiscale de manière plus globale ou de l'optimisation fiscale qui se pose. Des États sont pointés du doigt, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Malte. Que peut aujourd'hui très concrètement l'Union européenne sur ces questions-là, sachant que sur les questions de fiscalité, précisément, l'unanimité des États membres est requise? Il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a la fraude fiscale, c'est le cas pour certains, et puis il y a ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale, consistant à aller chercher l'endroit dans le monde où on paye le moins d'impôts. Le problème, c'est que parmi ces lieux d'optimisation fiscale, il y a des États membres de l'Union européenne. Et évidemment, ça pose un problème simplement de concurrence déloyale entre les États membres les uns vis-à-vis des autres. Parce que si demain un État membre décide, et ça a été le cas récemment, de baisser son taux d'imposition sur les sociétés à 9%, la Hongrie, pour ne pas la citer, c'est une concurrence déloyale. Alors, vous avez raison, les réformes fiscales nécessitent l'unanimité. Ceci étant, nous avons commencé à mettre sur la table la question, par exemple, de la taxation des grands acteurs du numérique, des GAFA, comme on dit. Et très vite, il y a une vingtaine d'États membres de l'Union européenne qui nous ont suivis. Nous avons commencé à travailler en franco-allemand, comme nous le faisons souvent, et puis très vite, une vingtaine d'États membres ont marqué leur intérêt. Ça ne veut pas dire l'unanimité, mais ça veut dire un poids, une masse critique que les acteurs de l'Internet vont prendre en considération. Quand bien même on n'arriverait pas à se mettre d'accord à 27, il y a des possibilités qu'on monte une coopération renforcée à quelques-uns, et quelques-uns qui pèsent suffisamment pour que ça joue dans les calculs et dans les choix qui seront faits par les acteurs du numérique. C'est ce qu'il faut que nous fassions. Et puis s'agissant des questions de convergence ou de non-convergence fiscale, on a en Europe des fonds qu'on appelle des fonds de cohésion,
qui sont destinés à aider les États membres à rattraper leur retard et je dirais à converger le plus possible entre eux. Alors, il faut se poser la question de savoir si ces fonds de cohésion ne doivent pas être simplement des fonds de convergence. Et si on décide de prendre un chemin, par exemple fiscal ou social, radicalement différent de la moyenne des États membres, on a le droit de le faire, mais on en assume les conséquences en termes de renoncement à certains fonds européens. Est-ce que la France soutient la Commission européenne ? On a pour une fois, j'ai envie de dire, une commissaire européenne, Margrethe Vestager, qui a des positions très fermes, notamment contre les GAFA, qui n'hésite pas à imposer des amendes énormissimes qu'on avait encore rarement vues à l'échelle européenne. Pourtant, on voit l'Irlande, par exemple, qui clairement traîne les pieds quand il s'agit de concrètement faire payer en face. Est-ce que la France soutient, est-ce que la France appuie la démarche de la commissaire européenne Margrethe Vestager ? Bien sûr, même si on n'est pas toujours d'accord avec elle sur tous les sujets, mais c'est quelqu'un qui fait son travail et qui le fait formidablement bien. C'est vraiment une figure très intéressante de cette Commission européenne qui est plus ambitieuse et plus politique que certaines de ses prédécesseurs, pour dire les choses très clairement. Aujourd'hui, Margrethe Vestager a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de ce qu'elle considère comme un manquement de l'Irlande. On verra si ce recours prospère. Mais elle a raison. Elle a raison de poser la question dans le domaine qui est le sien, qui est celui de la concurrence. Et si nous voulons avoir demain des champions européens dans le domaine du numérique, et la question n'est pas si nous voulons les avoir, bien sûr que nous avons besoin d'avoir des champions européens, nous ne pouvons pas laisser sur le terrain de jeu européen des acteurs qui ne respectent pas les règles. Merci beaucoup Nathalie Loiseau d'avoir pris le temps de venir répondre aux questions de radio ce soir. Je rappelle que vous êtes ministre bien évidemment des Affaires européennes.